Sans que personne ne le sache, un compte à rebours de 24 heures avait été lancé. Parmi les personnes concernées se trouvait une femme, incrédule devant quelques boulettes de riz disposées sur la table devant elle. L'homme qui l'accompagnait lui avait confié qu'une campagne offrant 5 fois plus de points était en cours dans une supérette et s'était montré enthousiaste en précisant qu'il achèterait même de la mayonnaise au thon pour elle. Il estimait qu'il était formidable de profiter du soleil un après-midi agréable, tout en écoutant les cris d'enfants qui jouaient, et de savourer les boulettes de riz de la supérette. Tout en accumulant 50 points pour chaque millième dépensé. L'homme en question, jugé avare par certains, s'appelait Asahi Sota, âgé de 22 ans et travaillant à temps partiel. De son côté, la jeune femme, nommée Yuka-chan, versait des larmes qui contrastaient avec l'enthousiasme de Sota. Elle trouvait injuste qu'ils choisissent de déjeuner dans un parc avec des produits de supérette le jour de leur anniversaire, alors qu'elle aurait préféré au moins un restaurant familial ou un bar. Asahi Sota, ne percevant pas son mécontentement, avait simplement expliqué qu'il aimait les repas de supérette pour leur bon rapport qualité-prix et les points supplémentaires offerts. Face à ce raisonnement, Yuka s'était levée et avait frappé la table en déclarant que Sota accordait plus d'importance à faire des économies qu'à elle. Elle l'avait ensuite prévenu qu'il pouvait désormais se contenter de boulettes de riz pour le reste de sa vie. Sous l'emprise de la colère, elle lui avait asséné un violent coup de poing. Lorsque Sota était rentré chez lui plus tard dans la soirée, sa sœur Kyoko, âgée de 17 ans, avait remarqué ses blessures et lui avait demandé si sa petite amie l'avait frappé, trouvant cela plus grave que les simples gifles des fois précédentes. Sota lui avait alors demandé ce qu'il faisait de mal. Kyoko avait deviné qu'il avait encore essayé d'économiser de l'argent pendant son rendez-vous pour accumuler des points, car il n'avait jamais essuyé de coups pour une autre raison. Elle avait tenté de lui expliquer que, s'il ne dépensait pas davantage pour ses sorties, les filles finiraient par penser qu'elle ne comptait pas à ses yeux. Sota, l'air visiblement soucieux, avait expliqué qu'il dépensait de l'argent tous les jours, et qu'en fin de compte, où était le mal à vouloir faire des économies? Puis, il lui rappela qu'ils devaient survivre ensemble depuis la mort de leurs parents, et que plus personne n'était là pour prendre soin d'eux. Il avait ensuite souligné 2 rêves qui lui tenaient à cœur. Inscrire sa sœur à une école d'art. Et vivre une existence dédiée aux points, qu'il qualifiait de vie de « nomade des points ». Il avait même expliqué qu'en épargnant suffisamment, il pourrait couvrir les frais de scolarité de Kyoko avec son revenu actuel et qu'il demandait souvent à ses amis d'utiliser sa carte de points lorsqu'ils faisaient leurs courses. Kyoko savait néanmoins que cette façon de faire avait déjà valu plusieurs ruptures à son frère. Elle était tout de même curieuse et lui avait demandé combien de points il avait accumulé. Sota avait répondu qu'il avait réuni 8 millions de yens au cours des 10 dernières années. Ce que Kyoko trouvait insensé. Pour lui, cependant, cette somme ne suffisait pas et il déclarait vouloir amasser encore plus de points afin de vivre confortablement plus tard. Kyoko, en voyant son enthousiasme, lui avait conseillé de dépenser un peu plus pour lui-même, estimant qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'aller à l'université. Sota s'inquiétait de l'entendre dire qu'elle pouvait se contenter de dessiner comme passe-temps plutôt que de le voir rencontrer des difficultés financières. Pendant ce temps, le compte à rebours inconnu continuait de s'écouler, affichant désormais 15 heures, 4 minutes et 6 secondes. De son côté, Sota poursuivait ses achats en utilisant sa carte de points dans divers magasins. La société de fidélité .RAID, appelée RP, comptait plus d'1,4 milliard de membres à travers le monde. Présente dans 150 pays, elle couvrait tous les aspects de la vie quotidienne. Du shopping au voyage, en passant par l'hébergement et les loisirs. Grâce à plus de 5000 entreprises partenaires, tous les points collectés étaient convertis en points RAID. Ce jour-là, à partir de 15 heures, RAID prévoyait de dévoiler un service révolutionnaire, invitant chacun à rester attentif. Puis, il mit fin à leur annonce, qui s'affichait partout sur les écrans et télévisions de la ville. Sota, intrigué, attendait impatiemment d'en savoir plus. Pendant ce temps, le compte à rebours continuait de s'écouler, 2 heures, 00 minutes et 4 secondes. Peu après, un camion se gara devant un grand immeuble où Sota travaillait sous la direction d'un chef autoritaire, qui le réprimandait souvent. Alors que Sota montait les escaliers en tenant une lourde caisse entre ses mains, son patron le regardait fixement. Ce dernier le traita d'inutile avec un sourire moqueur, affirmant que le nouveau qu'il venait d'embaucher aujourd'hui était bien plus compétent. Il ajouta en se moquant, « Qu'est-ce que tu as bien pu faire de toute cette année ?»
Ces mots surprirent profondément notre protagoniste. Son patron lui annonça ensuite que les appareils électroménagers seraient transportés par lui-même et le nouveau dans l'ascenseur, tandis que Sota, lui, devait prendre les escaliers et porter les cartons à la main. Puis il lança un ultimatum, s'il ne portait pas 10 cartons en moins de 30 minutes, il le tuerait. Cette déclaration laissa Sota sans voix. Il trouvait cela totalement absurde. Les jambes tremblantes, Sota se mit à gravir les marches, gémissant sous l'effort. C'est alors qu'au détour d'une fenêtre, il aperçut soudain un gigantesque portail se former au-dessus d'un autre bâtiment, dégageant une énergie sinistre. Sans qu'il le sache, ce portail au Japon n'était que le premier d'une série de phénomènes similaires à travers le monde. Alors que le phénomène se propageait et que des portails apparaissaient partout, les gens observaient, incrédules, ce qui en sortirait. Ignorant tout de la nature de ces portails, Sota avait repris son travail de manutention, sans savoir que le compte à rebours était sur le point de se terminer. Le 10 septembre 2024, à 12h45, le compte à rebours atteignit 0. À cet instant précis, un étrange son de cloche résonna dans le ciel, annonçant l'ouverture du tout premier portail. Une horde de créatures venues d'un autre monde en sortit, envahissant la Terre sans aucune pitié. Leur peau, incroyablement résistante, rendait les armes modernes totalement inutiles contre elles. Face à cette menace inattendue, l'humanité se retrouva complètement désarmée. Le bâtiment où se trouvait Sota avait été violemment attaqué, le forçant à interrompre son travail et à fuir précipitamment. En courant, une pensée paniquée traversa son esprit, des monstres viennent de sortir de cette lumière. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Un monstre rouge, doté de plusieurs cornes et de multiples queues, avait frappé l'édifice avec une force terrifiante, le détruisant partiellement. Sans relâche, la créature s'était ensuite lancée à la poursuite de Sota. Tandis qu'il courait à toute vitesse, les yeux rivés droit devant lui, Sota aperçut soudain une mère blessée et sa petite fille. Il vit la fillette courir vers sa mère, et remarqua que cette dernière était grièvement touchée. Il savait qu'une personne censée aurait continué sa course pour sauver sa propre vie. Mais lui, il croyait profondément qu'on ne devait jamais abandonner une personne en détresse. Pour lui, toutes les mères méritaient d'être protégées, comme si elles étaient les siennes. Poussé par cette conviction, Sota s'interposa instinctivement entre le monstre et la mère avec son enfant. Il fixa la créature, se répétant intérieurement qu'il fallait aimer toutes les mères comme sa propre mère. C'est alors que le monstre les rattrapa. Il se dressait maintenant devant lui, immense et terrifiant. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante, tandis que sa gueule s'ouvrait, laissant apparaître des flammes prêtes à jaillir. Sota comprit à cet instant qu'il ne pouvait plus fuir. Il se préparait au pire, le cœur battant. Mais soudain, tout changea, une réinitialisation du système s'enclencha. Les fonctionnalités du système RAID furent instantanément étendues. La société NWO, créatrice du système, transmit un message d'urgence à tous ses membres, désormais appelés « survivants ». Elle annonçait que, dès à présent, leurs points RAID seraient convertis en points de combat. Ils pourraient ainsi améliorer leurs statistiques et débloquer des armes pour lutter contre les envahisseurs. Sota entendit ces informations diffusées sur un téléviseur proche, ce qui le laissa momentanément stupéfait. Mais il n'eut pas le luxe de réfléchir davantage, car le monstre passait déjà à l'attaque. Voyant l'assaut foncer vers lui, il pensa, désespéré, des points convertis en puissance de combat. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Dans le chapitre précédent, une notification apparut soudainement sur tous les appareils du monde. Elle provenait de la NWO Corporation et annonçait « Message important pour tous nos membres ». La voix poursuivait en expliquant que cette situation avait été anticipée depuis la création de l'organisation. Et qu'un nouveau système avait été soigneusement préparé pour faire face à ce moment. À partir de ce jour, les points RAID accumulés par les membres seraient convertis en pouvoir de combat. Cette déclaration surprit profondément Sota, qui n'avait jamais imaginé une telle chose. L'annonce continua en demandant si chacun possédait bien sa carte de points. Tous les membres RAID ou plutôt, comme l'indiquait la voix, allaient désormais pouvoir utiliser leurs ressources autrement. Partout dans le monde, les gens regardaient les écrans avec étonnement, sans comprendre ce qui se passait. Que ce soit ceux qui faisaient des tâches ménagères chez eux, ceux travaillant dans des bureaux,
Ou même les otakus s'absorbaient dans leurs jeux vidéo, tous recevaient cette annonce inattendue. Le message poursuivait en expliquant que le tutoriel du système de conversion du pouvoir de combat allait maintenant commencer. Les points possédés permettraient désormais d'améliorer les statistiques, ou encore d'acquérir des armes et des compétences. Le système proposait 6 catégories de statistiques différentes, que chacun pouvait améliorer selon son style de combat préféré. Il était également expliqué que chaque catégorie pouvait atteindre un maximum de 100, et qu'il fallait 10 000 RP pour faire progresser une seule barre. Les compétences incluaient des capacités physiques, des sorts d'attaque magique, de soins et de soutien. Les armes allaient de l'épée aux armes à feu, en passant par les arcs et bien d'autres options des milliers, au total. Plus une compétence ou une arme était puissante ou utile, plus elle coûtait cher en points RP. Parmi toutes ces capacités, certaines techniques appelées « compétences ultimes » pouvaient être achetées pour 1 million de points RP chacune. Le tutoriel se terminait par une invitation à visiter leur site en ligne pour toute question complémentaire. Mais Sota, de son côté, n'eut pas le temps de réfléchir à tout cela. Il ferma rapidement la fenêtre devant lui pour se concentrer sur l'attaque du monstre. Il réussit de justesse à esquiver un coup puissant qui aurait pu le tuer sur le coup. Mobilisant toute sa force, il parvint à porter sur son dos une mère et sa fille, déterminés à les mettre à l'abri. Alors qu'ils fuyaient à toute vitesse, les monstres les poursuivaient en détruisant tout sur leur passage. Dans un immense bâtiment, le siège de la corporation NWO dominait la ville. Dans l'une des salles, un homme observait les événements grâce à des caméras de surveillance. Il contemplait les attaques des monstres avec satisfaction, comme si tout cela avait été prévu. Vêtu d'un costume élégant, il tenait dans sa main un collier orné d'une pierre violet brillant. Et affirma intérieurement qu'il tiendrait sa promesse. Son regard, traversé d'une cicatrice, exprimait une détermination glaçante. À 15h30, les monstres avaient déjà envahi le quartier de Shinjuku. Les civils, terrifiés, tentaient de communiquer entre eux, partageant l'endroit où ils se trouvaient et le nombre de points qu'ils possédaient. Un problème majeur se posait, même l'arme la plus basique, un simple bâton en bois, coûtait 3000 RP. Malheureusement, la plupart des gens n'avaient accumulé aucun point et se retrouvaient donc incapables d'acheter une arme ou de développer la moindre compétence. Un homme, chanceux, avait réussi à débloquer une compétence de boule de feu, simplement parce qu'il avait acheté son ordinateur en période de promotion, obtenant ainsi des points en cashback. Après avoir activé sa capacité, il arrêta de fuir et décida d'affronter un grand monstre. De sa main jaillit une petite flamme. Peu à peu, le feu se concentra jusqu'à former une boule de feu. Mais une fois lancée, cette boule n'était guère plus grosse qu'une balle de tennis, bien trop faible pour infliger des dégâts. Le monstre, à peine affecté, ignora complètement l'attaque. Il s'en prit aussitôt à l'homme et à son groupe. Voyant que la situation était désespérée, ils furent tous écrasés. Dans toute la région, le monstre géant, accompagné de nombreuses autres créatures, ravageait tout sur son passage. Pendant ce temps, dans la ville de Saitama, Sato réussit enfin à mettre la mère et sa fille à l'abri dans une ruelle isolée. Convaincu qu'ils étaient désormais en sécurité, il s'effondra, complètement épuisé. La petite fille, inquiète, lui demanda s'il allait bien, tandis que sa mère s'excusait pour tous les désagréments causés. En sueur, Sato lui fit un geste du pouce pour signifier que tout allait bien et qu'il n'avait fait que ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Après les avoir laissés en sécurité, il s'arrêta un instant pour réfléchir. Le portail, le ciel, les monstres, la destruction, tout cela le hantait. Il pensait aussi au système de conversion du pouvoir de combat que quelqu'un avait mentionné. Sans vraiment comprendre la portée de tout cela. Mais au milieu de cette confusion, une pensée lui traversa l'esprit, il avait oublié une personne essentielle. Sa sœur, Kyoko, était peut-être encore quelque part en ville, en danger. Pris de panique, il sortit immédiatement son téléphone pour l'appeler, espérant qu'elle lui réponde malgré la situation chaotique. Après quelques instants, elle décrocha. D'un ton trop fort, Sato exprima sa joie en apprenant qu'elle allait bien. Les larmes aux yeux, il lui demanda où elle se trouvait. Kyoko lui expliqua qu'elle s'était réfugiée dans un gymnase et qu'elle était en sécurité. Rassuré, Sato lui ordonna de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il vienne la chercher. Kyoko, inquiète pour lui, s'informa sur son état. Elle semblait déjà tout savoir sur les risques qu'il prenait pour sauver les autres. Étonné,
il changea rapidement de sujet et insista à nouveau pour qu'elle reste sur place jusqu'à ce qu'il arrive. Sûr que sa sœur allait bien, Sato se reconcentra sur la mère et la fille à protéger. Mais soudain, une voix résonna dans sa tête, lui demandant s'il voulait obtenir du pouvoir. Il regarda autour de lui, surpris, cherchant l'origine de cette voix. La voix insista, le guidant vers son portefeuille. En l'ouvrant, il découvrit avec effroi qu'une carte à l'intérieur possédait désormais une bouche, qui le traita d'idiot en criant qu'il désirait du pouvoir. La carte flottait devant lui, animée, débordante d'enthousiasme à l'idée de pouvoir enfin s'exprimer. Elle se présenta, il s'appelait Azari Sato, et elle, Ivy, serait désormais sa partenaire chargée de l'assister dans les combats et l'utilisation des poings. Sato, agacé, la pointa du doigt, affirmant qu'une carte qui parle, c'était franchement flippant. Mais Ivy répliqua qu'elle avait droit à une conscience, elle aussi, et que même les cartes méritaient d'avoir des droits. Pour clore cette étrange rencontre, Ivy lui conseilla d'utiliser ses points pour améliorer ses statistiques et apprendre des compétences. Elle l'avertit, s'il ne le faisait pas, lui et la famille qu'il avait sauvée allaient mourir. Le monstre les avait déjà retrouvés. Il se dressait au-dessus d'eux, son regard terrifiant plongeant chacun dans la peur la plus totale. La mère et sa fille s'étreignirent, terrifiées par la créature redoutable. Voyant Sato hésiter, la carte lui ordonna de se dépêcher de décider, soulignant qu'avec plus de 8 millions de points, il pouvait sauver toute la ville. Le protagoniste ferma les yeux, suppliant Ivy de ne pas agir ainsi, car il semblait que cette décision lui paraissait facile. Depuis une décennie, Sato avait accumulé ses points. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, il fréquentait inlassablement les magasins partenaires qui utilisaient les points RAID. Même lorsque ses amis faisaient des achats, il offrait sa carte de points. Il répondait à d'innombrables enquêtes d'entreprises obscures afin de gagner davantage de points. Il jouait à des jeux mobiles ennuyeux et sans répit. Les larmes coulaient de ses yeux tandis qu'il criait de toutes ses forces, affirmant que tous ces points représentaient la cristallisation de son sang, de sa sueur et de ses larmes, et que l'on lui demandait de renoncer à tout cela, ce qu'il jugeait d'une cruauté extrême. La carte s'adressa à lui en affichant son total de points, 8 460 740 RP. Elle lui cria qu'il était beaucoup trop obsédé par les points, affirmant qu'avec un tel total, il pourrait maximiser toutes ses statistiques, acheter une puissante compétence ultime, et il lui resterait encore des points. En voyant le monstre s'engouffrer dans la ruelle, le protagoniste mit de côté toute hésitation. Il se plaça devant la mère et sa fille, leur demandant de faire attention et de rester en sécurité. Sans perdre une seconde, il se précipita vers la créature, déclarant qu'il allait la distraire. Ivy, le voyant courir dans la rue pour attirer le monstre, le supplia de ne pas risquer sa vie inutilement. Une fois arrivé sur la rue principale, le protagoniste salua le gigantesque monstre, essayant d'attirer son regard. Il refusait catégoriquement de dépenser ses points pour affronter une telle créature, ce qui mit la carte en colère. Elle tenta de le prévenir qu'il risquait de se blesser gravement. Le monstre, provoqué par son attitude, répondit avec une rage démoniaque. L'une de ses queues fendit brutalement l'air en direction du jeune homme. Sato, stupéfait par la vitesse de l'attaque, n'eut pas le temps de réagir et fut frappé de plein fouet. La créature, d'une puissance terrifiante, transperça son estomac sans la moindre difficulté, laissant la carte totalement sans voix. La mère et sa fille furent horrifiées en assistant à la scène. La violence de l'assaut laissa une marque indélébile dans tous les esprits. Une fois l'attaque terminée, le monstre projeta Sato au sol avec brutalité. Submergé par une douleur atroce, Sato éclata en sanglots, incapable de contenir son agonie. Ivy tenta de lui apporter du réconfort, lui conseillant de rester calme et de respirer profondément pour garder le contrôle. Sato eut alors l'impression que tout était fini pour lui. Il ressentait un chaos intérieur, comme si la fin approchait, une lueur au bout du tunnel lui évoquant la main du dieu faucheur. Pourtant, malgré tout, une chaleur inexplicable envahit son corps. Devant lui, il vit apparaître ses parents, tels des anges descendus pour le guider. Les larmes recommencèrent à couler de ses yeux, incontrôlables. Dans un souffle, il leur demanda s'il avait été un bon grand frère, et s'il avait bien protégé Kyoko. Ses parents lui tendirent la main, prêts à l'accueillir, et il accepta leur aide avec soulagement. Mais soudain,
la voix de la carte le tira de cette vision et lui ordonna de se ressaisir et d'attendre. Elle lui rappela qu'il pouvait encore vivre, tout en le traitant d'imbécile pour avoir abandonné si vite. Ivy, la carte, le secoua violemment pour le réveiller, et fit apparaître un écran d'options. Elle lui indiqua de presser rapidement la 4e option, correspondant à la compétence de récupération, capable de guérir le trou béant dans son ventre. Avec ses dernières forces, Sato appuya sur le bouton de super récupération. Ivy annonça que la compétence avait bien été activée, précisant qu'il devait graver cette expérience dans sa mémoire. En posant une main tremblante sur sa blessure, Sato demanda intérieurement si cela suffirait à le guérir. La compétence fut alors déclenchée. En une fraction de seconde, une énergie puissante l'envahit, refermant instantanément ses blessures. Sato, stupéfait, constata que toutes ses douleurs avaient disparu comme par magie. Il réalisa que cette guérison rapide s'était faite de manière instinctive, à peine après avoir acheté la compétence. Il se demanda si toute la souffrance qu'il venait d'endurer n'était finalement qu'un mauvais rêve. Lorsqu'il examina son ventre, il fut stupéfait de constater qu'il n'y avait plus aucune trace de blessure. Mais son soulagement fut de courte durée. Il remarqua soudain l'écran de la carte Ivy affichant l'historique de ses achats. Il découvrit avec désespoir que cette compétence avait coûté 30 000 points sur les 8,5 millions qu'il avait accumulés. La perte d'une somme aussi énorme le fit fondre en larmes. Fou de rage, il accusa la carte de l'avoir manipulée pendant un moment de faiblesse. Ivy, blessé par ces accusations, tenta de se défendre en lui demandant de ne pas la secouer aussi violemment. Dans l'urgence, Ivy tenta alors de l'avertir, s'il tardait davantage, la mère et la fille seraient dévorées. Confronté à la réalité, Sato admit qu'elle avait raison. Ivy lui ordonna de se dépêcher, d'améliorer ses statistiques et d'acheter quelques compétences. Sato hésita, les dents serrées, haïssant l'idée de devoir dépenser ses points, car il ne savait qu'aucun d'eux ne pourrait remplacer une vie humaine. Ivy lui rappela qu'il était possible de gagner des points en tuant des monstres. Elle ajouta que, d'après son apparence, la créature était très probablement un monstre chef issu d'un portail de rang B. Un monstre qui valait au moins 100 000 points. Les mots de la carte éveillèrent l'intérêt de Sato, qui s'élança alors vers le monstre à toute vitesse, comme si sa vie en dépendait. En courant, il demanda à la carte de maximiser immédiatement toutes ses statistiques avec ses points disponibles. La carte, stupéfaite, resta bouche bée. Il venait d'enfreindre 2 règles qu'il s'était pourtant fixées, la première était d'investir sans hésiter dès le départ. La seconde, de ne jamais se laisser abattre, quoi qu'il arrive. Ivy éclata de rire face à sa détermination, affirmant que garder des points sans les utiliser était une perte de temps. Elle lança donc la maximisation totale de ses statistiques, effaçant près de 8,5 millions de points en quelques secondes, tandis que ses attributs augmentaient de façon vertigineuse. Le corps de Sato changea immédiatement, ses muscles se développèrent sous ses vêtements. Son poids devint si élevé qu'à chaque pas, le sol se fissurait sous lui. Après avoir dépensé 6 millions de points, toutes ses statistiques furent maximisées. Il lui restait 2 400 000 points, qu'il considérait désormais comme un investissement. Il espérait que la chasse aux monstres lui permettrait de récupérer les points sacrifiés. Mais surtout, il voulait sauver la famille qui se tenait devant lui. Des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'il se persuadait que sa nouvelle puissance lui permettrait enfin de protéger Kyoko. Il voulait croire que ces 10 longues années passées à accumuler des points, ainsi que le sang, la sueur et les larmes versées, n'étaient pas vains maintenant qu'il avait obtenu cette force. D'un bond prodigieux, Sato se retrouva face au monstre, aussi grand qu'un immeuble. Il fut surpris par la légèreté de son propre corps, un effet expliqué par la carte comme étant le résultat direct de la maximisation de toutes ses statistiques. Elle lui avait dit qu'en langage de jeu, il avait atteint le niveau maximum. Et désormais, avec sa vitesse et sa force, rien ni personne ne pouvait rivaliser avec lui. Après son saut, Sato lança son attaque sans hésitation. Le monstre sentit immédiatement sa présence. Mais c'était déjà trop tard, Sato s'abattit sur lui avec un coup de poing titanesque. Le monstre, terrassé, cracha un liquide orange par la bouche avant de s'écrouler. Sa queue, qui retenait la mère et la fille, se détacha brutalement, les précipitant dans le vide. Ce mouvement attira aussitôt l'attention de Sato. Voyant les 2 victimes tomber,
la mère et la fille tentèrent de s'agripper l'une à l'autre, en vain. Sato fonça à toute vitesse pour les secourir. Avec une précision stupéfiante, il réussit à attraper la mère et la fille, une sous chaque bras. Puis il atterrit avec souplesse sur le sol. La mère, en pleurs, le remercia de les avoir sauvés. Sato, touché, répondit que c'était bien le minimum qu'il pouvait faire. Ivy lui rappela de ne pas s'attarder sur les points qu'il avait perdus. Pendant ce temps, le monstre, que tous croyaient vaincu, se releva lentement. Sato fut impressionné par sa résistance, mais Ivy lui rappela que c'était attendu d'un monstre chef de portail de Ranbei. Elle suggéra alors que Sato pouvait le vaincre aisément grâce à une compétence ultime. Elle lui expliqua que cette capacité lui offrirait une puissance inégalée, bien supérieure à celle des compétences normales, franchissant les limites humaines. La carte insista en affirmant que c'était une occasion en or qu'il ne devait absolument pas manquer. Et elle lui demanda s'il souhaitait tenter l'expérience. Sato, en cherchant à comprendre cette compétence mystérieuse, avait été séduit par l'idée lorsqu'il constata que des haut-parleurs diffusant dans la ville transmettaient un message d'état d'urgence en raison de la destruction provoquée par les monstres. Le gouvernement avait demandé aux habitants de ne sortir que si cela était absolument nécessaire, les invitant à rester chez eux ou à se réfugier dans un abri à proximité. Il leur était en outre interdit de sortir sous aucun prétexte tant que la situation n'était pas maîtrisée. Tandis qu'il réfléchissait à cette compétence ultime, le protagoniste affrontait le monstre géant. Il esquivait les coups de poing et les attaques de queue du monstre, tout en interrogeant la carte pour évaluer l'efficacité de cette compétence. Ivy confirmait son pouvoir tout en révélant que cette compétence coûtait 1 million de points, ce qui terrifiait Sato. Puisqu'il disposait d'un peu moins de 2,5 millions de points, il savait que l'achat ne serait pas sans conséquences. Finalement, prenant sa décision, il résolut d'acheter cette compétence en demandant à Ivy de lui proposer une option adaptée à son profil. La carte examina alors les diverses possibilités. Puisque toutes ses statistiques étaient optimisées et qu'il ne manquait ni force ni aptitude technique, la carte dénicha une capacité parfaitement adaptée à son profil, et Sato pressa rapidement Ivy de hâter sa sélection. Ivy lui présenta alors la compétence à acquérir, et l'achat fut finalisé, réduisant d'1 million le total de ses points. Pendant que le protagoniste finalisait cet achat, le grand monstre se rua à sa rencontre. De plus, avec le mode d'emploi de la compétence gravé dans son esprit, Sato esquivait un coup de poing du monstre tout en souriant, se préparant à contre-attaquer. Usant de sa rapidité, il s'était hissé sur le bras du monstre. En s'accrochant à un débris, il activa la compétence ultime qu'il venait d'acquérir. La compétence, baptisée « Caprice du dieu de la forge », s'activa, détruisant le débris dans sa main et consommant des points de mana pour transformer la matière inorganique en arme. La pierre écrasée par Sato se transforma en 2 gantelets de pierre de décombre, lui permettant ainsi de ne plus être limité par le type d'arme et d'utiliser n'importe quel matériau comme ressource pour en forger de nouvelles. Il reprit alors son ascension sur le bras du monstre. Puis, d'un nouveau saut, il se dirigea vers le visage du géant, exploitant pleinement sa force physique et sa créativité. Sato démontra que cette compétence lui convenait parfaitement en assénant un coup de poing féroce qui renvoya le monstre au sol, se demandant alors si ce pouvoir était réel. Après avoir détruit le monstre, Sato redescendit. Les gants de décombre se désagrégèrent, car, malgré leur renforcement magique, leur durabilité demeurait limitée. Le monstre, tenace, se releva, encore plus féroce qu'auparavant, prêt à le transformer en pâté pour chien. Le protagoniste se prépara alors à l'attaquer de nouveau, convaincu de l'efficacité de sa compétence. Il arracha une plaque de rue à proximité et, en réactivant sa compétence ultime, transforma cette plaque en une alabarde, se montrant ainsi prêt pour un nouvel assaut. Ivy, la carte de poing, manifesta son enthousiasme en voyant la détermination de Sato. En se précipitant vers le monstre, il affronta de front ses multiples queues. Armé de son alabarde, il lança une série d'attaques, tranchant chacune des queues du monstre et le faisant hurler de douleur. Pendant qu'une invasion simultanée de créatures extradimensionnelles provoquait une crise sans précédent, laissant l'humanité démunie. Pourtant, l'image d'un jeune combattant en pleine lutte insufflait un rayon d'espoir aux humains. Il paraissait même surpasser un monstre gigantesque par sa détermination. Le protagoniste concentra toutes ses statistiques dans une attaque puissante. L'attaque découpa le monstre de haut en bas.
remportant ainsi la victoire contre le monstre. Ce succès lui rapporta 130 000 points de réputation. Bien que la bataille fût intense, Sato se sentait léger. En jetant un regard sur son corps, il se souvenait de la famille qu'il avait sauvée. En courant vers l'endroit où il les avait laissés, il aperçut la fillette qui lui faisait signe. Rejoignant rapidement la mère et la fille, il leur demanda ce qu'ils devaient faire, car ils ne pouvaient rester sur place. La mère, dans un élan de soulagement, lui ordonna de ne plus se soucier d'elle. Pendant qu'Ivy lui murmurait qu'il pouvait acquérir la compétence de téléportation instantanée pour se déplacer immédiatement vers un lieu désigné, le protagoniste, en entendant Ivy tenter de l'inciter à dépenser davantage de points, s'interrogea sur son rôle, se demandant s'il n'était pas un employé du nouvel ordre mondial. Puis, se rappelant qu'il devait encore retrouver Kyoko, il jugea cette compétence utile et décida de considérer cet achat comme un investissement supplémentaire. L'achat de la compétence lui avait coûté 500 000 points, le laissant avec un peu plus d'1 million de points. Ivy fut ravi de voir Sato commencer à dépenser ses points sans hésitation. Après avoir placé la mère sur ses épaules, le protagoniste demanda où se trouvait le reste de sa famille. La femme expliqua alors que son mari les avait contactés pour signaler qu'il se trouvait dans le gymnase de l'école Kirakami, ce qui surprit le protagoniste, d'autant plus que sa sœur s'y trouvait également. Pendant qu'il se préparait, la carte lui enseigna l'utilisation de la compétence de téléportation, et l'information lui parvint immédiatement. En ouvrant le plan, le protagoniste indiqua la localisation de l'école Kirakami. Dès l'activation de la compétence, celle-ci enveloppa Sato ainsi que la mère et la fille, qui se trouvèrent étroitement réunis. Alors que Sato éprouvait une étrange sensation de dissolution dans l'espace, ils furent téléportés. Le protagoniste s'émerveilla en pensant qu'avec cette capacité, il ne serait plus jamais en retard au travail. Les personnes présentes dans le gymnase furent stupéfaites de voir le trio apparaître soudainement. Et Ivy réprimanda aussitôt Sato pour avoir effrayé tout le monde. Au moment où le protagoniste s'excusait en levant la main, une voix masculine retentit, appelant Akiko et Yuzuka. Le père et époux, que Sato avait sauvés, se précipita vers eux. Et embrassa sa femme et sa fille, tandis que toute la famille pleurait de joie de se retrouver. Il interrogea alors Sato pour savoir si c'était lui qui avait sauvé sa femme et sa fille, exprimant sa gratitude en déclarant qu'il ne savait comment le remercier pour ce sauvetage. Ce qui laissa le protagoniste surpris et désemparé. Au même instant, Kyoko reconnut son frère et se précipita vers lui, désespérée en voyant ses vêtements ensanglantés et inquiète pour son état. Le protagoniste la serra dans ses bras en pleurant, tant son inquiétude était grande. Avant que Kyoko, parvenant à se détacher légèrement, ne lui montre sur son téléphone des vidéos de lui, diffusées sur Internet, dans lesquelles il était qualifié de héros. Elle commenta avec ironie que l'accumulation d'une montagne de points semblait indiquer qu'il n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Puis, Kyoko changea de sujet en lui tendant un sac contenant des vêtements afin qu'il puisse se changer. Au moment où le protagoniste saisit le sac, un puissant tremblement secoua l'ensemble du gymnase. Devant le portail principal de l'école Kirakami, les gardes tremblaient de peur devant ce qui se présentait. Tandis que d'immenses monstres, de la taille du gymnase lui-même, apparaissaient autour d'eux, incapables de prévenir les occupants faute de force suffisante. Dans le bâtiment abritant le quartier général de la corporation NWO, un homme avait contacté l'intelligence artificielle Echo pour s'enquérir de la situation. Et celui-ci avait expliqué qu'il s'était écoulé environ 3 heures depuis l'apparition des portes. Les monstres sèment le chaos dans les régions et les fonctions urbaines sont au bord de l'effondrement. Cependant, il semble que quelques humains commencent à apparaître. Les survivants se sont réveillés avec des pouvoirs bien au-delà de la compréhension humaine. Le PDG et président de la NWO, Ken Ranji, avait alors exprimé sa satisfaction en constatant que certains humains commençaient à émerger, réveillant des pouvoirs dépassant l'entendement. Et en voyant que les habitants appréciaient ces cadeaux, ce qui, selon lui, propulserait l'humanité vers une ère de croissance. Dans le gymnase de l'école Kirakami, situé dans la ville de Saitama, les monstres faisaient trembler les lieux à eux seuls. Et à l'intérieur, les occupants se demandaient avec effroi si un nouveau monstre était apparu. Pendant que des mères serraient leurs enfants dans leurs bras. Les gardes postés à l'entrée savaient qu'ils ne pourraient ni évacuer ni fuir face aux monstres gigantesques. Persuadés que c'était la fin pour chacun d'eux. À cet instant,
un groupe avait ordonné aux gardes de se replier pour prendre en main la situation. Et si le protagoniste était présent, il reconnaîtrait ce groupe comme ses collaborateurs et son patron qui lui faisait subir la misère, des survivants ayant investi leurs points pour acquérir des compétences. Les visages, autrefois empreints de désespoir, s'étaient alors éclaircis en voyant ce groupe, qui promettait désormais le salut. Sakamoto Yorji, un collaborateur du protagoniste, avait réussi à obtenir la carte de la compagnie regorgeant de points. Son objectif avait été d'évacuer tout le monde du gymnase afin de le transformer en forteresse, rêvant de fonder un empire d'esclaves et de laisser derrière lui les jours monotones de travail. Avant de convoquer son équipe pour avancer et libérer les captifs grâce à toutes les compétences et armes achetées avec les points. Ce qui poussa ses compagnons à courir en direction des monstres, prêts à les affronter tête la première. Dans le centre d'évacuation, les tremblements causaient panique et effondrement partiel de la structure. Alors que des débris du plafond s'écoulaient sous le poids des monstres. L'un des monstres les regardait déjà à travers le trou dans le plafond. Kyoko, désireuse de fuir avec son frère, s'était heurtée à un Sato, dont le regard déterminé trahissait la transformation opérée par ses nouveaux atouts, alors qu'il changeait de tenue. Soudain, la carte Ivy était apparue aux côtés de Kyoko pour la rassurer, affirmant que Sato s'occupait de la situation, ce qui a surpris la pauvre Kyoko en voyant un monstre parlant. Tandis qu'un monstre, qui était entré par le toit du gymnase, exhibait un grand œil et deux bouches énormes, précipitant l'effondrement du plafond. Alors que Kyoko poussait des cris de peur, son frère activait sa compétence ultime en demandant à Ivy de veiller sur elle. Puis a utilisé la capacité, caprice du dieu de la forge, sur les débris. À l'extérieur, Sakamoto Yorji, médusé au milieu de la poussière, assistait impuissant à la dévastation de ses collègues par des monstres contre lesquels ses propres compétences étaient inefficaces. Car ses amis se sont fait brûler vifs et dévorés par les monstres. Il se voyait déjà condamné, regrettant d'être venu ou de n'avoir pas vécu une vie plus égoïste. Soudain, un énorme fracas avait retenti dans le gymnase, ce qui attira son attention. Et, armé d'un gigantesque marteau renforcé, le protagoniste détruisait le monstre qui avait osé effrayer sa sœur. Martelant avec force l'œil géant de la créature. Ryoji, qui avait observé la scène, était resté bouche bée en reconnaissant Sota Asahi, l'employé à temps partiel. Et après avoir vaincu le premier monstre, le protagoniste s'était approché de lui en sautant si près de lui, ce qui l'a surpris. Sato le prévint de rester sur ses gardes, malgré la surprise visible sur le visage de Ryoji. Tandis que Ryoji commentait que Sota lui paraissait méconnaissable, le protagoniste, avec un léger sourire, avait expliqué que de nombreux événements s'étaient déroulés. Puis avait interrogé s'il ne restait que ces trois monstres, ce que Ryoji confirmait en notant l'effort maximal de son équipe. Puis en prédisant que le protagoniste finirait par devenir un simple encas pour eux. Entendant ces remarques, le protagoniste avait rétorqué, « Il semblerait que tu n'aies finalement pas changé. Dis ce que tu veux, mais reste en arrière si tu ne veux pas te faire prendre dans le feu croisé. » Et aussitôt qu'il avait sauté, le sol avait tremblé, déséquilibrant Ryoji. Ryoji n'en revenait pas que l'homme qu'il jugeait inutile. Sota Asahi avait acquis une force surhumaine. Longtemps, Sota avait rêvé de transformer en réalité ses petites fantaisies d'enfance, telles que devenir une gomme pour effacer les tyrans. Ou transformer le tableau en une arme pour mettre KO les professeurs que je détestais. Transformer un bâtonnet en sabre laser, et à présent, il était enfin capable de les réaliser. Utilisant son marteau renforcé, il était prêt à transformer ses petits fantasmes d'enfant en réalité. La rage aux yeux, il se précipita en direction des monstres. Le protagoniste avait défait chacun des monstres de manière presque magique, laissant des traces de coups derrière lui. Laissant Ryoji, témoin de la scène, stupéfait devant l'évolution d'un homme autrefois insignifiant qui repoussait désormais les limites humaines. D'un coup de marteau bien placé, il avait déstabilisé le premier monstre. Tandis qu'un second, ressemblant à un crocodile, accumulait une énergie considérable dans sa gueule pour lancer un canon d'énergie en direction du protagoniste. L'énergie fonçait en direction de notre protagoniste en détruisant tout sur son passage. En voyant l'attaque approcher, ce dernier avait souri, prêt à tenter une manœuvre qu'il caressait depuis son enfance. Et avait de nouveau activé la capacité, caprice du dieu de la forge, faisant apparaître un mécanisme autour de son bras qui se transformait en un grand canon. Un sourire macabre s'afficha sur son visage en se préparant à tirer et à appeler son canon, Canon Vest.
Tel un cyborg, il avait tiré avec le canon, dévastant tout sur son passage. Et son attaque avait percé la défense du monstre, enveloppant ce dernier dans une boule de feu semblable à un soleil. Le puissant coup de canon avait consumé le monstre, provoquant une explosion massive qui avait balayé tous les monstres du quartier. Et une fois le dernier monstre défait, le protagoniste était revenu auprès de Ryoji. Observant son ancien collègue tremblant, Sato avait exprimé l'idée qu'il pouvait désormais vivre avec ce pouvoir. Et ajouta, avec un sourire, qu'il quittait son emploi à temps partiel, se démarquant ainsi avec un sourire enthousiaste alors qu'il annonçait sa démission. Boum! C'est ici que l'on s'arrête. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec vos amis. À bientôt et ciao!